Chapitre 15 de Le docteur Lern sous Dieu par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La bête nouvelle. Sous l'influence de l'apathie la plus estimable en cette malencontre, monsieur le médecin de l'état civil ne vérifia rien, n'examina rien. Je lui racontai les syncopes de feu mon oncle, l'assurance où il était lui-même de sa maladie de cœur, et monsieur le médecin de l'état civil me délivra le permis d'inhumer. Le docteur Lern est bien mort, dit-il, et notre mission d'aujourd'hui s'arrêtera, si vous le voulez, à ce contrôle. Quant au reste, il ne nous appartient pas d'entamer des investigations causales qui pourraient nous amener à contredire un maître aussi éminent et à le faire succomber autrement qu'il n'a voulu. Les obsèques se firent à Grès-l'Abbé, sans pompe ni assistance. Après quoi, j'employai 10 jours à débrouiller les affaires de cette duplicité inconcevable, amalgame sans second de l'assassin et de la victime, Klotz Lern. Au cours de son existence phénoménale, 4 ans et demi à peu près, il n'avait formulé aucune disposition testamentaire. Ce me fut la preuve que, en dépit de ses pronostics funèbres, la mort l'avait surpris tout à fait à l'improviste. Car dans le cas opposé, nul doute qu'il n'eût fait le superflu pour me déshériter. Je trouvai, dans le secrétaire, au fond de la cache, le testament de mon oncle, tel que la lettre de jadis me l'avait annoncé. Il m'instituait légataire universel. Mais Klotz Lern avait grevé le domaine d'hypothèques surabondantes et contracté force dettes. Ma première pensée fut de plaider, et puis l'absurdité du procès me frappa, et j'entrevis tous les bouleversements que pouvait susciter dans l'ordre juridique une pareille substitution de personnes. Ces faux d'un genre imprévu par le code, ces stellionats, cette captation d'héritage hors la nature et la loi. Il fallait se résigner à toutes les conséquences d'un dol étourdissant et non pas souffler mot, sous peine des pires insinuations. Tout compte fait d'ailleurs, accepter la succession me donnait encore du profit, et, vendu pour vendu, j'étais résolu d'avance à me débarrasser de Fonval, préjugeant qu'il ne serait plus pour moi qu'un nid de mauvais souvenirs. Je compulsais toutes les paperasses. Celle du vrai Lern confirmait à chaque ligne son honnêteté médicale et la pureté de ses recherches sur la greffe. Celle de Klotz Lern, facilement reconnaissable aux altérations de l'écriture et souvent noircie de gothique allemande, firent l'objet d'une rafle méticuleuse et furent incinérées comme témoignage irrécusable de plusieurs délits où rien ne venait infirmer la participation d'un certain sieur Nicolas Vermont présent à Fonval durant 6 mois. Sous l'empire du même souci, je fouillai le parc et les communs. Cela fini, je cédai les animaux à des villageois du village, et Barbe reçut congé. Puis j'appelai des auxiliaires. On bourra de grandes caisses avec des objets de famille, pendant qu'Emma faisait ses malles, partagée entre le dépit de sa chimère envolée et le plaisir de me suivre à Paris. Dès la mort de Klotz Lern, pressé de retrouver le tumulte du monde et le confort de la richesse sans transition des contraintes ménagères, j'avais écrit à l'un de mes amis, le priant de louer à mon usage un appartement plus spacieux que ma garçonnière et propre à loger un couple d'amoureux. Sa réponse nous charma. Il avait déniché l'asile avenue Victor Hugo, un petit hôtel bâti comme sur mesure et meublé à souhait. Une domesticité recrutée par ses soins nous y attendait. Tout fut prêt. J'expédiai les volumineux colis et les malles d'Emma. Un matin, maître Palude, le notaire de Grès, eut avec moi une dernière entrevue au sujet de la vente des biens. Emma ne tenait plus en place. Nous fixâmes au soir même le départ en automobile, projetant de coucher à Nantel pour être à Paris le lendemain. Et l'heure vint de me séparer de Fonval à jamais. Je parcourus le château sans meubles et le parc sans frondaison. Il paraissait que l'automne les eût dénudés, tous les deux à la fois. Par les pièces abandonnées,
Les vieux parfums rôdaient encore, chargés d'évocation et de mélancolie. Ah, ce que les moisis et les renfermés ont parfois de charme. On voyait aux murailles la silhouette tenace des tableaux ou des miroirs décrochés, des bahuts ou des chiffonniers partis, d'endroits restés tout neufs dans le papier fané, ombre des choses magiquement léguées par elles aux murs familiers, taches vives destinées à pâlir aussi, dorénavant, tel le souvenir des absents. D'être vides, certaines chambres semblaient rétrécies, et certaines autres plus vastes, sans raison manifeste. Je revis la demeure, des combles souterrains, à la clarté d'une lucarne, aux lueurs d'un soupirail. J'explorai la mansarde et le caveau, et je ne me lassai pas d'errer à travers ce décor de ma jeunesse, comme un vivant qui hanterait un lieu fantôme. Ah, ma jeunesse, elle seule habitait Fonval, je le sentais. Malgré leur importance, les drames récents pâlissaient devant elle. Les chambres de Donifon et d'Enma n'étaient plus que la mienne et celle de ma tante. Avais-je raison de mettre Fonval aux enchères? Ce doute m'accompagna dans mes adieux au parc. La prairie redevint pelouse, et le pavillon du Minotaure me rappela seulement Briaré. Je fis le grand tour en suivant la falaise. Le ciel était si bas qu'on l'aurait dit un plafond d'ouate grise posé sur la crête circulaire. À cette clarté d'intérieur qui est celle de l'hiver, les statues, dépouillées de leurs tauges vertes, montraient leur béton ravagé par le temps et les pluies. Le nez canard ou le menton cassé, il y en avait qui s'effritaient. L'une, d'un geste bachique, tendait son bras mutilé, dont la main, porteuse d'un cratère, ne tenait plus au coude que par son armature, un os en fer, affreux à regarder. Elles allaient continuer leur pause dans la solitude. Quelque chose de sauvage commençait déjà, qu'on devinait à peine à de vagues indices. Un épervier affilait son bec sur la girouette du kiosque. Une fouine traversa le pâturage à petits sauts tranquilles. Ne pouvant me résoudre à partir, je rouvris le château, puis je revins au parc. J'entendis mon passage sonner au parquet des couloirs et bruire aux feuilles des allées. Le silence gagnait de moment en moment. J'éprouvais à le rompre une sorte de difficulté. Il sentait bien qu'il allait régner en maître, et comme je m'arrêtais au milieu du domaine, il essaya sa toute-puissance. Là, je rêvais longuement, centre humain de l'énorme cirque, et centre aussi d'une ronde de pensée. À mon appel étaient venues, en cyclone, les figures d'autrefois et d'hier, fantaisistes ou réelles, personnages de conte ou de la vérité. Elles tourbillonnaient autour de moi, dans une cohue échevelée, et elles faisaient de la cuve un maelstrom de souvenances où tournoyait tout le passé. Mais il fallait bien s'en aller et laisser Fonval aux lierres et aux araignées. Devant la remise, Emma, toute harnachée pour le voyage, montait la garde impatiemment. J'ouvris la porte. L'automobile était placée de guingois, au fond du réduit. Je ne l'avais pas revue depuis l'accident, et même je ne me souvenais pas de l'avoir garée. Les aides, par une obligeance tardive, l'avaient sans doute rentrée, tant bien que mal. Au mépris de ma négligence, le moteur ronfla, de bonne grâce, dès le premier contact électrique. Je sortis alors la voiture jusqu'à l'esplanade en demi-lune et refermai sur tant de mémoire l'emblème du portail sanglotant. Fini l'histoire terrifiante de Klotz, grâce au ciel, mais bien fini aussi mes jeunes années. Je me figurais que l'action de garder Fonval aurait le pouvoir de les prolonger. Nous nous arrêterons à Grès, chez le notaire, dis-je à Emma. Je ne vends plus, je loue seulement. Nous étions partis. J'enfilai la route droite. Les murailles rocheuses s'abaissèrent. Emma babillait. L'automobile ronronna d'abord allègrement. Toutefois, je ne tardai pas à me repentir de l'avoir si peu soignée. Un à-coup le retint, suivi de plusieurs autres, et son allure ne fut bientôt qu'une suite d'élans brusques
ralentit aussitôt que projeté. J'ai dit de cette voiture qu'elle était le modèle de l'automatisme, pédales et manettes réduites au minimum. Une telle machine présente un inconvénient. Elle demande à être parfaitement réglée avant le démarrage, car, une fois en route, on n'a plus d'influence sur elle que pour en accélérer le régime ou le modérer, non pour le fortifier au moyen de dosages et de mise au point. La perspective d'une halte me renfrogna. Cependant, la voiture poursuivait sa course saccadée et je ne pus m'empêcher de rire. Cette manière d'avancer me rappelait burlesquement les promenades à pied que j'avais faites ici même, en compagnie de Claude Slerne, et la lenteur capricieuse de mon faux oncle, sans cesse arrêté, sans cesse reparti. Espérant une indisposition passagère du mécanisme, un excès d'huile par exemple, je laissai faire l'automobile, et tâchai de démêler, au bruit du moteur, laquelle de ses fonctions était défectueuse, et causait, de distance en distance, ces inégalités de translation, plus marquées à chaque ralentissement. Il y en eut de si accentuées en effet que nous étions presque immobiles durant une seconde. Ma comparaison saugrenue s'en accusait davantage, et cela me divertit. Tout à fait comme cette canaille de professeur, me dis-je. C'est amusant. Qu'est-ce qu'il y a? Fit mon ami. Tu n'as pas la mine rassurée. Moi? Allons donc. Chose étrange, cette question m'avait impressionné. Je me serais supposé le visage le plus calme, au contraire. De quel motif aurais-je argué pour n'être pas rassuré? J'étais ennuyé, voilà tout. Je me demandais simplement quel organe souffrait dans ce grand corps, ainsi que le professeur l'appelait, et ne trouvais rien sur le point de m'arrêter. Enfin, j'étais ennuyé, voilà tout. En vain j'écoutais, d'une oreille pourtant exercée, les détonations, les cliquetis, les heurts étouffés. Aucun son caractéristique ne me révélait une maladie des bougies, des soupapes ou des bielles. Je parie que c'est l'embrayage qui patine, m'écriai-je. Et pourtant, le moteur est bien régulier. Emma dit alors: Nicolas, regarde donc. Est-ce que ça doit bouger, ce machin-là? Ah, qu'est-ce que je disais, tu vois? Elle avait désigné la pédale d'embrayage qui se mouvait d'elle-même, tandis que les sursauts de la voiture concordaient avec ses déplacements. Voilà bien l'avarie. Pendant que mes regards étaient fixés sur la pédale, celle-ci demeura poussée à fond, et l'automobile, débrayée, stoppa. J'allais donc en descendre lorsqu'il repartit brutalement. La pédale était revenue en arrière. Une certaine inquiétude me tourmenta. Il est certain que rien n'est agaçant comme une voiture impotente, mais quand même, je ne me souvenais pas d'avoir été aussi bizarrement affecté à propos d'une panne. Tout à coup, la sirène se mit à vagir toute seule. Je ressentis l'insurmontable besoin de prononcer n'importe quoi. Le mutisme doublait mes transes. « C'est un détraquement général, déclarai-je en m'efforçant de parler sur un ton dégagé. Nous n'arriverons pas avant la nuit, ma pauvre Emma. Ne vaudrait-il pas mieux réparer tout de suite? Non, je préfère continuer. Quand on s'arrête, on ne sait jamais si on pourra se remettre en chemin. Il sera toujours temps. Peut-être cela va-t-il s'échauffer. Mais la sirène couvrit d'une grande clameur ma voix hésitante. Et mes doigts soudain se crispèrent au volant, car cette clameur, ayant baissé, devint une note filée, continue, chantante, qui se rythmait, prenait des inflexions, et je sentais venir, dans cette cadence, un air de marche. Après tout, c'est peut-être moi qui ai voulu l'entendre. Cet air s'approcha, se précisa, et après quelques indécisions de chanteur qui tâte sa voix, l'automobile lantonna résolument de son gosier de cuivre. C'était Rumfildoum. Aux accents de la chanson allemande, une horde de soupçons se rua dans mon trouble. J'eus l'intuition d'une monstruosité fantastique et mystérieuse. Encore. La terreur m'empoigna.
Je voulus couper les gaz, la manette résista. Débrayer, la pédale résista. Freiner, le levier résista. Une force supérieure les maintenait inébranlables. Pendant la tramontane, je lâchai le volant et tirai à deux bras sur le frein diabolique. Même résultat. Seulement, la sirène fit entendre un glouglou de gargarisme et se tut après avoir ricané de la sorte. Mon ami s'esclaffa et dit « En voilà une drôle de trompette !» Moi, je n'avais pas envie de rire. Mes idées s'enchaînaient vertigineusement et ma raison se refusait à sanctionner mon raisonnement. Cette automobile métallique, d'où le bois, le caoutchouc, le cuir avaient été proscrits, dont nul fragment n'était de la matière autrefois vivante, n'était-ce pas un corps organisé n'ayant jamais vécu? Ce mécanisme automatique n'était-ce pas un corps doué de réflexes, mais vide complètement d'intelligence? N'était-il pas, en définitive, selon la théorie du carnet, le seul réceptacle possible d'une âme totale? Ce réceptacle que le professeur avait, sans réfléchir, déclaré inexistant? À l'instant de sa prétendue mort, Claude Solerne s'était sans doute livré sur la voiture à une expérience rappelant celle du peuplier. Mais, distrait depuis quelques semaines, peut-être, mortelle inconséquence, n'avait-il pas prévu que son âme allait glisser tout entière dans ce récipient vide et que le pédicule rompu, sa forme humaine, ne serait plus qu'un cadavre où les lois de la découverte lui interdisaient de rentrer? Ou bien, lassé de poursuivre la fortune insaisissable, Claude Solerne avait-il agi volontairement et commis une espèce de suicide en échangeant la substance de mon oncle contre celle d'une machine? Mais pourquoi n'aurait-il pas voulu, tout bonnement, devenir la bête nouvelle, prédite par lui dans une conjecture excentrique, l'animal de l'avenir, chef de la création, que le remplacement de ses organes devait faire immortel et perfectible à l'infini, d'après sa lunatique prophétie. Encore une fois, quelque judicieuse que fût cette discussion intérieure, je ne voulais pas en accepter les suites. Une ressemblance d'allure entre l'automobile et le professeur, une hallucination probable de l'ouïe et le grippage possible d'un levier ne pouvaient suffire à prouver cette énormité. Mon angoisse désirait un gage plus décisif. Elle le posséda sans retard. Nous arrivions à la lisière de la forêt, à cette limite où le défunt maniaque bornait sans rémission nos promenades. Je compris que j'allais être fixé, et, à tout hasard, je prévins Emma. « Tiens-toi bien, le corps en arrière !» Malgré nos précautions, un arrêt subit de l'automobile nous fut plongé dans une révérence. « Qu'y a-t-il » fit Emma. « Rien, reste tranquille. » À parler franchement, j'étais dans l'indécision. Que faire? Descendre eût été périlleux. Sur le dos de Klotz automobile, nous étions au moins hors de son atteinte, et je ne me souciais pas d'être chargé par lui. Je tentai donc de le porter en avant. Comme tout à l'heure, aucune pièce n'obéit à mon vouloir. J'avais beau m'escrimer en tous sens, la rébellion ne cédait nulle part. Nous étions dans cette fâcheuse position quand, inopinément, je sentis le volant tourner malgré moi. Les leviers et les pédales s'agitèrent, et l'automobile, ayant pris du champ, fit demi-tour et commença de nous ramener vers Fonval. J'eus la chance de pouvoir le retourner, par surprise. Mais, aussitôt remis dans la bonne direction, il manifesta la volonté formelle de ne plus avancer d'un tour de roue. Emma s'aperçut enfin qu'il y avait quelque chose d'insolite, et elle me pressa de mettre pied à terre afin d'arranger la panne. Mais, depuis quelques instants, ma frayeur s'était muée en rage. La sirène caqueta. « Rira bien qui rira le dernier, grommelai-je. « Qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'est-ce qu'il y a donc? Répétait ma compagne. Sans l'écouter, je pris au porte-bagages une canne d'acier qui me servait d'arme défensive, et, à la profonde stupéfaction d'Emma, j'en frappai l'automobile rétif. Alors, ce fut épique. Sous la formidable volée, le véhicule pesant
se démena comme une monture rogneuse. Pointe, ruade, saut du mouton, il mit tout en œuvre pour nous désarçonner. « Cramponne-toi » criai-je à mon ami. Et je tapai de plus belle. Le moteur grognait, la sirène geignait de douleur ou mugissait de colère. Sur la tôle du capot, les coups pleuvaient dru, et la raclée faisait retentir les bois d'un vacarme fabuleux. Soudain, poussant le baril clair des éléphants, le mastodonte métallique bondit, exécuta 2 ou 3 lançades et fonça en avant à une vitesse foudroyante, emballé. Je n'étais plus maître de la situation. L'affolement d'un monstre emporté commandait à la fortune. Nous volions presque. La 80 chevaux filait avec une rapidité de chute. L'air violent n'était plus respirable. Parfois, un cri strident de la sirène. Nous traversâmes grès la baie au train de l'éclair. Des poules, des chiens sous les roues, du sang sur mes lunettes. Nous allions si vite que les panonceaux de maître Palude me donnèrent l'impression d'une traînée d'or. À la sortie du village, la route nationale nous fit la haie de ses platanes, puis la longue côte opposa son versant à notre célérité. Là, donnant les signes d'une fatigue que je lui remarquai pour la première fois, l'automobile ralentit, se laissa diriger. Je dus le cravacher souvent pour qu'il nous amenât jusqu'à Nantel, où nous entrâmes sur le tard et sans autre anicroche. Au passage d'un caniveau, cependant, la bouche de cuivre jeta une exclamation de souffrance, et je vis que le chaos venait de briser un ressort de la roue élastique antérieure droite. Arrivé dans la cour de l'hôtel, je voulus adapter à la jante un ressort neuf et n'y réussis point. Mes tentatives arrachaient à la sirène de tels braillements que je dus renoncer à la réparation. Elle n'était pas urgente, du reste. J'avais résolu de terminer le voyage en chemin de fer et d'embarquer aux messageries la machine récalcitrante. L'avenir déciderait de son sort. Pour la minute, je la remisai dans le garage, parmi les doubles phaétons, les tonneaux et les limousines, et je me retirai à la hâte, sachant que derrière moi luisaient d'un regard faux les yeux ronds de ses projecteurs. À force de réfléchir aux tenants et aboutissants de ce phénomène incroyable, et tandis que je m'éloignais, une phrase d'un article scientifique parcourue naguère et qui m'avait frappé me revint à l'esprit. Et je ne fus pas légèrement ébahi de trouver dans ces mots comme une vague explication du prodige et la promesse de miracles aussi déconcertants. Il est possible d'imaginer qu'il existe un intermédiaire entre les êtres vivants et la matière inerte, de même qu'il existe des intermédiaires entre les animaux et les végétaux. L'hôtel présentait des dehors d'un luxueux confortable. Un ascenseur m'enleva et l'on me conduisit à notre chambre. Ma partenaire m'y avait précédé. Cloîtrée depuis si longtemps, elle regardait avec une sorte d'avidité la rue, le peuple en agitation et les magasins dont s'allumaient les resplendissements. Emma ne pouvait s'éloigner du spectacle de la vie, et tout en s'habillant, revenue sans cesse à la fenêtre, elle en écartait les rideaux fermés pour le revoir encore. Je crus discerner qu'elle était moins affable à mon endroit, et que le monde n'intéressait plus que ma personne. Mon étrange conduite en automobile n'avait pas été sans la surprendre, et comme je m'étais décidé à ne lui fournir aucune explication, je ne doutais pas qu'elle me tînt pour un extravagant, mal guéri de sa démence. Au dîner, par petites tables intimes, éclairées de candélabres dont la douce lueur était celle d'un boudoir, Emma, entourée d'hommes en habit et de femmes décolletées, se montra d'une exubérance déplacée. Elle lorgnait ceci, toisait celle-là, tantôt admiratrice et tantôt persifleuse, approuvant tout haut, se moquant avec ostentation, source de risée et d'émerveillement, ridicule et délicieuse. Elle aurait voulu jacasser avec toute l'assistance. Je l'emmenai dès que je le pus, mais son désir de rentrer dans le siècle était si ardent qu'il nous fallut immédiatement gagner quelque lieu public. Du théâtre et du casino, ce dernier seul était ouvert, et l'on y goûtait ce soir-là les finales d'un championnat de lutte organisé à l'imitation de Paris.
La petite salle était bondée de calicots, d'étudiants et de voyous. Un nuage y flottait, mélange de tous les tabacs prolétaires et bas bourgeois. Emma se rengorgeait dans sa loge. Un flonflon crapuleux, issu d'un orchestre sans pudeur, la fit s'extasier. Et, comme elle avait l'extase peu discrète, 300 paires d'yeux lui firent face, attirés par les moulinets d'un éventail et les plumes d'un chapeau, qui battaient la mesure aussi courageusement. Emma sourit et passa la revue des 300 paires d'yeux. Les luttes l'enthousiasmèrent, et surtout les lutteurs. Ces bestiaux humains, dont la tête, beaucoup de mâchoires et pas de front, semblent destinés au panier de son, excitaient en mon ami la plus regrettable frénésie. Un colosse, velu et tatoué, remporta la victoire. Il vint saluer, et pour ce faire, inclina gauchement, au solide corps titanique, son chef de myrmidon aux petits yeux porcins. Il était de la ville, et ses concitoyens lui firent une ovation. On lui décerna le titre de bastion de Nantel et champion des Ardennes. Emma, soulevée, l'applaudissait et criait « Bravo !» si fort et avec une telle insistance qu'elle provoqua scandaleusement l'hilarité de la salle. Le champion lui envoya un baiser. Je sentis mon visage s'embraser de honte. Nous revînmes à l'hôtel en échangeant des propos amers, précurseurs d'une nuit chaste. Chaste mais agitée. Notre appartement se trouvait au-dessus de la voûte d'entrée et de sortie où jusqu'au matin passèrent des automobiles, ce qui me fit rêver de malheur et d'absurdité. Le réveil m'en apporta de vrai. J'étais seul dans le lit. Hébété, je tâchais d'interpréter l'absence de mon ami par les mobiles domestiques les plus excusables. Mais sa place était froide, et cela me dérouta. Je sonnai le garçon. Il vint et me remit cette lettre que j'ai conservée et dont j'épingle à mon papier blanc le papier quadrillé, constellé de pâtés et de crachats de plumes. Cher Nicolas, pardon pour la peine, mais il faut mieux qu'on se quitte. J'ai retrouvé hier mon premier amant, l'homme que je m'ai battu avec Léonie, Alcide. C'est le beau gars qui a été vainqueur hier. Je retourne avec, car je l'ai dans la peau. Décidément, je ne pouvais quitter cette vie-là que pour énormément d'argent, comme Lerne avait promis. Et puis je t'aurais rendu malheureux. Et puis je t'aurais fait cocu. Car, vois-tu, tu n'as été à la hauteur que 2 fois. La fois que le taureau t'a fichu un coup de corne après, dans le petit bois, et puis la fois que t'as fichu le camp, aussitôt après, dans ma chambre. Le reste, c'est pas ça. Je désire un vrai homme. C'est pas ta faute. Aussi, j'espère que ça te fera pas de peine. Adieu pour la vie. Emma Bourdichet. Devant une signification catégorique à ce point, et libellée dans une langue presque aussi barbare que l'idiome procédurier, il n'y avait qu'à s'incliner. Aussi bien, les sentiments dont Emma faisait preuve n'étaient-ils pas ceux-là même qui m'avaient séduit en elle? N'avais-je pas aimé en toute chose cette grande soif d'amour, cause de sa beauté ensorcelante et raison de son infidélité? J'eus cette énergie et la sagesse de remettre au lendemain le restant de mes réflexions. Elles auraient pu m'entraîner à des faiblesses. Je m'enquis du premier train pour Paris et fis mander un mécanicien qui se chargea de m'expédier ma 80 chevaux, ou si l'on veut, Klotz automobile. On m'annonça bientôt l'arrivée de l'homme. Nous nous rendîmes ensemble au garage. La voiture avait disparu. À rapprocher les 2 défections, accuser Emma d'une ténébreuse complicité, on pense bien que je n'y manquais pas. Mais le directeur de l'hôtel, croyant au coup de main de hardis voleurs, s'en fut au poste de police. Il revint en disant qu'on avait trouvé, dans une ruelle du faubourg, une automobile portant le numéro 234 XY et abandonnée, suivant lui, par des escrocs, faute d'huile. Le réservoir en était à sec. Parfait, me dis-je. Klotz a voulu se sauver. Il a compté sur l'épuisement de l'huile, et le voilà paralysé. Je gardai pour moi la version réelle de l'incident, et recommandai au mécanicien de pousser la voiture jusqu'au wagon sans chercher à faire tourner le moteur. Promettez-le-moi, insistai-je, c'est très important. Voici l'heure de mon train, il faut que je me sauve. Allez, et surtout, ne remettez pas d'huile.
Fin du chapitre 15. Chapitre 16. De Le docteur Lerne sous Dieu par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'enchanteur trépasse définitivement. Et maintenant, me voilà dans cet hôtel de l'avenue Victor Hugo, loué pour Emma. Et j'y suis seule, avec mes étranges souvenirs, puisqu'elle a préféré sacrifier à M. Alcide sa beauté capiteuse et lucrative. N'en parlons plus. Février commence, avec un claquement de drapeaux qui flotte, le feu flambe derrière moi. Depuis ma rentrée à Paris, désœuvrée, ne lisant rien, j'écris, chaque soir et chaque matin, sur cette table ronde, la relation de mes singulières aventures. Sont-elles terminées? L'automobile Klotz est là, dans la remise, dans un box que j'ai fait construire exprès pour lui. Malgré mes recommandations, le mécanicien de dentelle a remis de l'huile, et nous avons eu, mon nouveau chauffeur et moi, toutes les peines du monde à conduire jusqu'ici la voiture humaine, car il nous a été impossible de tourner les robinets de purge afin d'en tarir les réservoirs. Elle a commencé par démolir sa remplaçante, une 20 chevaux dernier modèle. Qu'est-ce que je pouvais faire de ce maudit Klotz? Le vendre? Exposer mes pareils à sa malignité? Un crime. L'anéantir? Haussir le professeur dans sa transformation finale? Un meurtre. Je l'ai donc enfermé. Le box a de hautes cloisons de chêne et la porte en est lourdement verrouillée. Mais la bête nouvelle passa les nuits à beugler ses chromatiques menaçantes et douloureuses, et les voisins se plaignirent. Alors, en ma présence, je fis démonter la sirène délinquante. On enleva les vis et les boulons avec une difficulté extraordinaire, et on s'aperçut que l'engin s'était, pour ainsi dire, soudé à la voiture. Nous dûmes l'en arracher, ce dont la machine tout entière frémit. Une sorte de liquide jaune, sentant le pétrole, gigla de la blessure et coula, goutte à goutte, des pièces amputées. J'en ai conclu que le métal s'est organisé sous l'action de la vie infuse, d'où mes efforts infructueux pour rajuster à la roue un ressort neuf, cette opération étant désormais une manière de greffe animale aussi impraticable que la transplantation d'une phalange de bois sur une main vivante. Privé de son appareil vocal, mon détenu n'en continua pas moins son tapage nocturne pendant 1 semaine, lançant contre la porte le bélier de sa masse. Puis, brusquement, il s'est tu. Voici près d'1 mois. Je pense que les réservoirs d'essence ou d'huile sont vides. Néanmoins, j'ai interdit à Louis, mon mécanicien, d'aller se rendre compte et d'entrer dans la cage de cet animal féroce. Nous avons la paix maintenant, mais Klotz est toujours là. Louis a endigué les considérations philosophiques prêtes à s'échapper de ma plume. Louis est venu précipitamment et m'a dit en ouvrant de grands yeux: « Monsieur, que monsieur vienne voir la 80 chevaux. » Je n'en demandai pas davantage et sortis au plus vite. Dans l'escalier, le domestique m'avoua qu'il s'était permis d'ouvrir la remise parce que depuis quelque temps, il venait de là une mauvaise odeur. En effet, l'atmosphère même de la cour était nauséabonde. Louis s'exclama, presque admiratif: « Monsieur parle si sa cocotte !» Et il m'introduisit dans le box. La voiture présentait un aspect si bizarre que je me refusai d'abord à la reconnaître. Affaissée en tas sur ses roues amollies, elle était déformée comme l'eût été un automobile de cire à moitié fondu. Les leviers se penchaient, courbés comme des barres de caoutchouc. Les projecteurs informes avaient l'air dégonflés, et leurs lentilles, bleuâtres et gluantes, ressemblaient à des T sur des yeux morts. Je vis des taches suspectes qui rongeaient l'aluminium, et des trous corrodant le fer. L'acier, devenu poreux, s'effritait, et le cuivre avait pris une consistance spongieuse de champignon. Enfin, une lèpre rousse verdâtre marbrait la plupart des organes, et ce n'était ni la rouille ni le vert de gris. Par terre,
l'ignoble fumée s'entourait d'une flaque sirupeuse et dégoûtante qui en sourdait, mordorait de louches irisations. D'étranges réactions chimiques faisaient de temps en temps bouillonner à lourdes bulles crépitantes cette chair métallique en putréfaction, et, à l'intérieur du mécanisme, il y avait d'intermittents borborigmes qui gargouillaient. Tout à coup, dans une chute flasque, ainsi qu'une bouse sur de la boue, le volant s'effondra, défonçant la plateforme et par contre-coup le capot. Une bouillie sans nom s'y agita, et l'horrible puanteur de la décomposition organique me jeta en arrière. Mais j'avais eu le loisir d'apercevoir, au fond de l'ombre, le grouillement de verre cadavérique. « Quelle sale fabrication !» déclara le mécanicien. Je tentai de lui faire accroire que la trépidation dissocie parfois le métal et peut y donner lieu à de telles modifications moléculaires. Il ne parut pas ajouter crédit à mes assertions, et moi qui savais la vérité plus incroyable encore, j'étais forcé, pour la comprendre et l'accepter, de me la ressasser en lui donnant in petto la forme verbale, la précision des mots où les choses viennent s'affirmer et s'expliquer, ainsi qu'un problème dans la concision des chiffres. Klotz est mort, l'automobile est mort, et elle sombre avec son auteur, la belle théorie d'un mécanisme animalisé, immortel par remplacement de fractions et perfectible à l'infini. Donner la vie, c'est à la fois donner la mort, qui en est la suivante implacable, et organiser les corps inorganiques, c'est les vouer à la désorganisation plus ou moins prochaine. Mais, contre ma prévision, l'être fantastique n'est pas décédé faute de pétrole, saigné à blanc. Non, les réservoirs étaient à demi pleins. C'est donc l'âme qui l'a tué, l'âme humaine, cette âme corruptrice qui usa si rapidement les constitutions d'animaux, plus saines que les nôtres, et qui eut vite raison de ce corps métallique et pur. J'ai donné l'ordre de jeter l'immonde paquet d'ordures. L'égout sera la tombe de Klotz. Il est mort, j'en suis débarrassé. Il est mort sans rémission, il est mort enfin. Son esprit est avec ceux des trépassés. Il ne saurait plus me nuire. Ah ah ah, mon vieil auto, mobile, mort, sale bête. Je devrais être heureux, je ne le suis guère. Oh, ce n'est pas à cause d'Emma. Certes, la Péronnelle m'a fait de la peine, mais cela se dissipera, et admettre d'un chagrin qu'il soit consolable, c'est en être déjà consolé. Mon grand malheur vient des souvenirs. Ce que j'ai vu et ressenti me harcèle. Le fou, Nelly, l'opération, le Minotaure, moi Jupiter, et tant d'autres hideurs. Je crains les prunelles qui me fixent, et je baisse les yeux devant le trou des serrures. Mon malheur vient de là, mais je redoute aussi une perspective effroyable. Si tout cela n'était pas fini, si la mort de Klotz ne dénouait pas mon histoire. Lui m'est bien égal, puisqu'il n'existe plus, et quand même il viendrait me taquiner sous les traits de Lerne ou d'un auto-fantôme, je saurais qu'il ne peut être qu'un rêve ou une hallucination de mes yeux débiles. Lui est mort, et je m'en soucie peu, je le répète. Ce sont les 3 Z qui m'inquiètent. Où sont-ils? Que font-ils? Voilà les questions. Ils possèdent la formule circéenne et doivent s'en servir à leur propre bénéfice pour faire le trafic des personnalités. Malgré sa défaite, Klotz Lerne avait rencontré plusieurs personnes disposées à subir sa chirurgie maléfique et à troquer leur âme contre celle d'autrui. Les 3 Allemands grossissent chaque jour le nombre de ces misérables, envieux d'argent ou de jeunesse, ou de santé. Il y a, de par le monde, insoupçonnés, des hommes et des femmes qui ne sont pas eux-mêmes. Je ne suis plus assuré de rien. Les figures me semblent des masques. Peut-être aurais-je pu m'en apercevoir plus tôt, mais il est certaines gens dont la physionomie reflète une âme inverse de la leur. D'autres, vertueux et probes, dévoilent fugitivement des vices imprévus et des passions inopinées, effrayants comme un prodige. Ont-ils aujourd'hui leur âme d'hier? Parfois, dans les yeux de mon interlocuteur, passe un éclair étranger, une idée qui n'est pas de lui.
Il la rétractera tout à l'heure s'il l'a exprimée, et il s'étonnera le premier d'avoir pu la penser. Je connais des personnages dont l'opinion varie du jour au lendemain, et c'est bien illogique. Enfin, souvent, quelque chose d'impérieux m'envahit, un ascendant brutal me refoule en moi-même, pour ainsi dire, et enjoint à mes nerfs et intime à mes muscles des actions répréhensibles ou des paroles regrettables, le temps d'une gifle ou d'un juron. Je sais, chacun éprouve depuis toujours ces mouvements irréfléchis, mais la raison en est devenue pour moi-même obscure et mystérieuse. On l'appelle fièvre, colère, étourderie, comme on nomme usage ou décorum, calcul, hypocrisie ou diplomatie, la cause des révélations subites dont j'ai remarqué la fréquence chez mes semblables, et qui ne seraient, dit-on, que des manquements à ces grandes choses ou des révoltes contre elles. La science d'un enchanteur n'en serait-elle pas plutôt l'instigatrice ? Évidemment, l'état cérébral où je suis m'épuise et demande qu'on le soigne. Or, il est entretenu par l'obsession de ma sinistre villégiature à Fonval. C'est pourquoi, dès mon retour, ayant conçu nettement la nécessité d'en perdre la souvenance, je me suis mis à la retracer, non pas, grand Dieu, avec l'ambition d'écrire un livre, mais dans l'espoir que d'être sur le papier, elle serait moins dans ma tête, et qu'il aurait suffi de la mettre dehors pour la chasser. Il n'en est pas ainsi. Loin de là. Je viens au contraire de la revivre plus réellement à mesure que je l'ai racontée. Et je ne sais quelle puissance de sortilège m'a autrefois obligé à mettre un mot, une phrase, contre mon intention. J'ai manqué mon but. Il faut m'efforcer d'oublier ce cauchemar et supprimer jusqu'aux vétilles capables de m'y faire songer. Sous peu, différents objets seront anéantis. Il se pourrait qu'aux environs de Fonval, certains veaux naquissent trop intelligents. Racheter Io, Europe, à tort, et les faire assommer. Vendre Fonval et tous les meubles. Vivre par moi-même, avec une personnalité ridicule ou sotte, extravagante, n'importe, mais originale, indépendante, sans conseil, et libre, ô Seigneur, libre de souvenirs. Ces abominations, je le jure, traversent mon cerveau pour la dernière fois. Je ne l'écris que pour l'attester plus solennellement. Et toi, manuscrit félon, toi qui perpétuais des êtres et des faits, quand désormais je leur refuse d'avoir existé, au feu, le docteur Lerne, au feu, au feu, au feu. Mai 1906, mai 1907. Fin du chapitre 16. Le docteur Lerne, sous Dieu, par Maurice Renard, enregistré par Izade, quelque part en France.